Les enfants de la République, Frédéric Aziza. Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue dans Les enfants de la République dont vous êtes l'invité Roger Paul Roy. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes normalien, agrégé de philosophie, donc philosophe, écrivain, chercheur et enseignant. Et aussi journaliste, quelque part. Hein, et vous avez publié une quarantaine d'ouvrages traduits en plus de 30 langues. Et vous publiez chez Albin Michel Alice au pays des idées, sous-titré Comment vivre, déjà traduit en 20 langues. 20 langues. Alors comment vous êtes venu cette idée de ce premier roman, de ce roman philosophique en forme de dialogue entre une jeune fille et son grand-père, en l'occurrence vous-même? Alors c'est tout à la fin que le dialogue avec le grand-père s'engage, mais avant c'est toute une série d'aventures à la fois réelles et imaginaires. C'est pour ça que je dis roman philosophique. Voilà, un conte même philosophique, on pourrait dire. J'ai voulu, avec ce livre, faire un roman accessible pour tous, jeunes ou moins jeunes, qui découvrent finalement la philosophie, mais pas pour le plaisir de la découverte, mais pour comprendre quelque chose au monde qui nous attend. Et quelque chose à la vie. À la vie et à notre présent. Alice, c'est pas celle de la Lewis Carroll, je lui ai emprunté l'héroïne, et puis il y a peut-être un peu de loufoquerie du récit par moment, volontairement, mais c'est une jeune fille d'aujourd'hui. Elle termine... Qui a 7 ans, hein. Non, elle mais votre petite fille, elle a 7 ans. Ma vraie petite fille, elle a 7 ans. Elle a une douzaine d'années dans le livre. Plus tard, elle le lira plus tard. Mais mon héroïne, elle termine ses études secondaires et elle est, comme beaucoup de gens d'aujourd'hui, jeunes ou moins jeunes, elle est anxieuse. Parce qu'elle a peur. Alors justement, de tout ça, on va parler, puisque c'est au centre du livre. Mais d'abord, on va parler de vous, parce que c'est le principe de l'émission. Passeur infatigable, c'est ainsi que la revue internationale de philosophie vous a qualifié en 2019. En quoi êtes-vous ce passeur infatigable? Est-ce que c'est lié à la transmission? C'est lié à la nécessité pour moi de la transmission. Je pense que une des tâches des intellectuels, qu'ils ont peut-être un peu délaissé depuis quelques générations, c'est aussi d'être des pédagogues. C'est pas seulement de faire de la recherche, il en faut évidemment, c'est pas seulement de poursuivre des élaborations conceptuelles et philosophiques, mais c'est aussi de donner accès, d'ouvrir la porte à celles et ceux qui veulent comprendre quelque chose, à ce qu'on appelle la philosophie, qui souvent paraît ou ennuyeuse, ou abstraite, lointaine, rébarbative même Sauf quand des philosophes comme vous, elle explique de cette manière. Voilà, j'essaye de la rendre, la philosophie, vivante, chaleureuse, accessible, mais surtout... Accessible au grand public, surtout. Hein. Voilà, mais surtout, j'ai envie de dire pratique. À quoi ça va nous servir? Qu'est-ce que ça peut changer dans nos vies? Et alors, comment vous êtes rentré en philosophie? Dans la philosophie? En classe terminale, à 16 ans, j'en suis sans doute... mais ensuite, vous n'êtes pas sorti. Voilà, pourquoi? En gros, en 3 mots, parce que j'ai eu l'impression d'entendre parler des vraies choses. Vous voyez, j'étais fou de littérature. Je crois que vous lisiez un roman, un livre par jour. Je lisais un roman par jour. Depuis votre plus jeune âge? À partir de 13 ans, à peu près, jusqu'à... J'ai continué après, mais ensuite, j'ai fait de la philosophie. Et quelle est la différence? C'est que on a des personnages dans le roman qui vivent, qui aiment, qui meurent, qui souffrent. Et en philosophie, tout d'un coup, je me suis dit, on parle de qu'est-ce que c'est la vie, qu'est-ce que c'est la mort, qu'est-ce que c'est le bonheur, qu'est-ce que c'est la souffrance. Au lieu d'avoir... Et on ne parle pas des faits. Voilà, au lieu d'avoir... On essaie d'expliquer, de comprendre. C'est ça, on essaie de saisir l'idée. De saisir l'idée qui rassemble tout ça. Et j'ai eu l'impression que c'était, d'une certaine manière, différent, mais pour moi, plus intéressant. Ça veut dire que la philosophie parle des vraies choses. C'est mon sentiment. Et en quoi y a-t-il plus de réel dans la philosophie? C'est par rapport à ce que vous venez de dire à l'instant? Alors, ce qu'il y a de plus réel, c'est finalement des choses qui englobent tous les faits particuliers. Vous savez, il y a Hamlet, dans la pièce de Shakespeare, qui dit à Horatio, il y a beaucoup plus de choses dans le ciel et sur la terre que dans toute ta philosophie. Et généralement, on comprend,
La réalité, elle est variée, elle est colorée, elle est vivante, elle est forte. Et puis la philosophie, c'est un truc un peu desséché, obscur, tout ça. Et je crois que c'est exactement l'inverse. Il n'y a qu'une réalité, mais il y a des mondes philosophiques. Ah oui, des mondes philosophiques. Ben justement, il y a des mondes philosophiques, parce que depuis très longtemps, dans tous vos ouvrages, vous parlez de toutes les philosophies. Hein. Il n'y a pas que l'Occident, il n'y a pas que la philosophie grecque, il y a aussi la philosophie indienne, la philosophie chinoise. Et il y a toutes sortes de philosophies. Ça, c'est parce que ensuite, comme chercheur, au CNRS, où j'ai passé 25 ans après avoir enseigné dans les lycées... Ah, d'ailleurs, CNRS. Oui. Au CNRS, on cherche ou on trouve? Je pense pour reprendre la phrase de Gaulle. Heureusement qu'on trouve parfois, ça ne veut pas dire toujours, mais que les chercheurs, effectivement, trouvent. Il faut pas... La phrase de Gaulle, elle est amusante, elle est ironique. Rappelez-nous cette phrase. Eh bien, qu'ils préfèrent les chercheurs qui trouvent à ceux qui ne trouvent pas, quelque chose comme ça, ou que la plupart des chercheurs n'ont que ce titre et pas celui de découvreur. C'est... C'est un peu déplaisant. Ouais. Un peu déplaisant, un peu ironique, ça n'a pas... Mais surtout, vous parliez de la pluralité des philosophies. Ce que j'ai fait dans ma vie, comme travail alors de recherche, ça a été de m'occuper de la manière dont les pensées européennes ont découvert celles de l'Inde, ensuite les doctrines du bouddhisme, et j'ai tenté à la fois d'écrire l'histoire de ces découvertes. De la philosophie et de ces philosophies asiatiques, sans les considérer ni comme des religions, des spiritualités. Vous savez, la grande coupure, c'est d'un côté, on a de la philosophie, ça c'est grec, et puis de l'autre, on a... C'est autre chose. C'est de la sous-philosophie. On a, oui, ou même tout à fait autre chose. C'est considéré comme ça, parce que vous écrivez, dans l'un de vos précédents ouvrages, tout le monde continue de penser fort différemment, d'une région à une autre de la planète, de même que l'on mange des plats différents, que l'on vit sur des rythmes distincts, on parle et on pense dans des langues dissemblables. Oui, mais aussi, ce qu'on a oublié, c'est la dimension que je crois avoir montrée, enfin, j'espère, je ne suis pas le seul, la dimension proprement philosophique qui existe dans les systèmes de pensée indiens, dans les systèmes de pensée chinois également, dans la diversité des bouddhismes, et sans entrer du tout dans la technique, je crois qu'il faut inclure ces dimensions de pensée à l'intérieur des philosophies. Et Alice, eh bien, elle s'en va en Inde, dans ses voyages au pays des idées. Elle rencontre aussi le Bouddha, elle voit Confucius, elle discute avec Lao Tzu, etc. Voilà. Parce que je crois que ces pensées d'Asie doivent être incluses dans la dimension philosophique de la réflexion. D'ailleurs, le monde asiatique représente une grande partie du monde aujourd'hui. Bien sûr. Hein, c'est pour ça que c'est aussi important. Quel rapport entre philosophie et évolution d'une civilisation ? Eh bien, il y a partout, me semble-t-il, parce que les êtres humains sont des êtres de raison et qui réfléchissent à ce qui leur arrive, il y a partout, selon les époques, selon les langues, selon les cultures et les civilisations, des réflexions sur la condition humaine, sur l'existence du temps, sur la manière dont se déroule l'histoire, quand on la connaît, ou ne devrait pas se dérouler. On peut rêver aussi de sociétés immobiles, comme les sociétés traditionnelles. Dans cette extraordinaire diversité, mon héroïne se promène, il faut dire peut-être en 3 mots, qu'elle est arrivée dans, non pas le pays des merveilles, mais le pays des idées. Le pays des idées. Alice au pays des idées. Alice au pays des idées, c'est un pays à la fois réel et imaginaire où coexistent finalement tous les sages, tous les philosophes, tous les penseurs de toutes les langues, de toutes les civilisations, de tous les temps, et où elle est partie, parce que je disais au début qu'elle est inquiète de la situation de la planète, qu'elle est anxieuse de sa propre vie, qu'elle s'inquiète pour la biodiversité, etc. Enfin, elle est dans le temps. Elle est absolument dans le temps, et j'ai voulu me dire, pour quelqu'un de notre temps, qu'est-ce qu'il peut y avoir à connaître d'indispensable, emprunté à l'ensemble de cet immense héritage philosophique, européen, asiatique. C'est ça l'objet du livre. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête, quoi, hein. C'est ça, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête, parce que... Pour préparer son avenir. Exactement. Et pour répondre à notre présent et préparer l'avenir à la fois de la planète et de l'humanité. Et c'est pour ça que le monde, le pays des merveilles est devenu le pays des idées ?
C'est exactement pour cela. J'ai emprunté à Lewis Carroll à la fois son héroïne et une partie de sa loufoquerie peut-être, ou de son caractère insolite, amusant ou déconcertant, mais j'ai voulu ancrer Alice dans notre époque. Et puis, surtout, elle souhaite, c'est ça le point de départ du livre, elle souhaite, pour la guider, trouver la phrase. La phrase. Alors, la phrase qu'elle veut se tatouer sur l'avant-bras. C'est ça. Elle veut quelque chose qui lui serve de boussole, qui lui permette de suivre la bonne piste, qui l'aide, qui la soutienne, qui lui redonne du tonus ou du courage à chaque fois qu'elle se confronte aux difficultés ou aux craintes de la réalité. Et elle a cette idée. Elle tombe. Et un matin, elle joue comme elle... Elle va au bout de son jardin, et alors ? Elle va au bout de son jardin, comme elle le faisait quand elle était petite, parce que sa mère est fan de Lewis Carroll, lui lisait Alice au pays des merveilles quand elle était petite, et elle avait pris l'habitude d'aller voir au fond du jardin si par hasard il n'y avait pas le terrier du lapin qui conduisait au pays des merveilles. Et un matin, elle s'ennuie un peu, elle finit un devoir, une dissertation, et elle se dit si j'allais voir comme quand j'étais petite. Et là, surprise, il y a un immense terrier. Elle tombe comme son ancêtre de chez Lewis Carroll dans un grand puits, silencieusement et en silence, où elle garde son smartphone, mais elle n'a pas de réseau. Et puis, elle se retrouve, non pas au pays des merveilles, mais au pays des idées, ce pays où tout coexiste, et elle se dit, là, je vais enfin pouvoir partir à la recherche de ma phrase guide et de ma boussole. Et alors, c'est quoi ce qu'elle découvre de plus important ? Ce qu'elle découvre de plus important... Ou ce que vous lui faites découvrir de plus important ? Je lui fais découvrir à la fois des pensées des Grecs, des Indiens, des Chinois, l'histoire ensuite de l'accélération du monde qui aboutit au monde qu'elle connaît, c'est-à-dire à notre monde inquiétant et hyper moderne, mais comment ça s'est mis en place en Occident, à travers la Renaissance, l'âge classique, les Lumières, le 19e siècle industriel. Elle suit tout ça et elle rencontre successivement, il y en a 25, je ne vais certainement pas tous les nommer, mais Platon, Aristote, Épicure, Bouddha, je l'ai déjà dit, Confucius, Rousseau, Montaigne, bien plus tard, Spinoza, voilà, Nietzsche. Machiavel. Elle se promène Freud. avec Nietzsche. Elle va interviewer Freud, parce qu'il y a évidemment à chaque fois des mises en scène pour qu'il ne s'agisse pas d'un catalogue de tableaux. C'est pas le baccalauréat. Non, pas du tout. Parce que vous avez été aussi prof de terminale. J'étais prof de terminale. Il ne devait pas s'ennuyer les élèves avec vous. J'en ai un bon souvenir, certains qui vivent encore, parce que c'était il y a très longtemps, doivent s'en souvenir, je crois, aussi agréablement. Mais l'idée qui est commune finalement avec ce que j'ai pu faire comme prof de terminale autrefois. Et puis, Alice, c'est de montrer que la philosophie n'est pas un cimetière, n'est pas simplement un musée, mais qu'elle a un impact absolument direct sur nos vies et sur nos manières de vivre. Ça veut dire que la philosophie, c'est pas du passé, vous l'avez déjà dit, c'est pas chiant, hein, oui. et c'est moderne. Et surtout... Et c'est contemporain. Ça permet d'orienter autrement son existence. De guider son existence. Vous dites, ça permet de guider son existence. Oui, tout simplement. Et c'est Socrate qui l'a dit il y a 2500 ans. Une vie qui n'est pas examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Il dit ça au moment de son procès face à ses juges et à ceux qui le condamneront à mort. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire essentiellement que nous avons en tête des idées qui nous guident. Nous vivons par rapport aux idées que nous nous faisons de la politique, de l'économie, de l'avenir, des autres, de l'amour. Et c'est ça, finalement, qui nous guide. Et si on veut changer quelque chose, à l'amour, à notre vie, au rapport aux autres ou à la société, il faut peut-être commencer à regarder quelles sont nos idées, comment elles sont arrivées en nous, de quoi elles sont faites, les critiquer, peut-être les organiser autrement. Et du coup, s'occuper de ses idées, c'est aussi s'occuper du présent et de sa vie. Ça veut dire, parce que vous dites aussi que ce que nous avons dans la tête permet de changer son rapport au monde. Absolument, c'est-à-dire, ou plutôt,
Si nous changeons ce que nous avons dans la tête, en regardant comment c'est fait, alors nous pouvons changer notre rapport aux autres et au monde. C'est pas une histoire de, comment dirais-je, de doctrine, c'est pas une histoire d'érudition, c'est pas juste pour savoir ce qu'ont pensé des gens dans l'Antiquité ou à la Renaissance ou au XIXe siècle ou aujourd'hui. C'est pour prendre ces idées et chercher en quoi elles peuvent nous servir aujourd'hui à modifier nos conduites. Et là, justement, je reviens sur ce que vous disiez à l'instant. Quel rapport entre la philosophie et la vie avec l'existence, la morale, la politique et éventuellement la finance? Mais avec tout. Elle est en rapport avec tout. C'est-à-dire que l'idée fausse, si vous voulez, c'est de se dire, eh bien, il y a la vraie vie avec tous ces heurts, tous ces conflits, tous ces bonheurs aussi par moments. Mais il y a autre chose qui serait l'image de la pensée ailleurs, autrement. Pas du tout. Je crois qu'il faut absolument se comprendre comment les idées et les choix de vie, de société, de finance, de politique sont des choses organiquement liées. Et du coup, ça veut dire... Avec un rapport tout le temps aux idées? Avec un rapport permanent aux idées et à l'avenir comme au passé. Je crois qu'un des thèmes principaux, si vous voulez, de ce livre, si j'avais qu'une seule chose à dire ou s'il y avait qu'une seule phrase, ça pourrait être... En m'adressant à ceux qui vivent aujourd'hui, regardez un peu en arrière. On va en reparler de ça parce que c'est important. Regarder en arrière, c'est important. On va en reparler un peu plus longuement. Mais d'abord, est-ce qu'il faut lire les textes ou se laisser raconter les textes et les philosophes? Absolument les deux. Quand j'étais prof de terminale, et je continue à le dire, et je disais qu'il n'y a rien d'autre qui compte que de lire les auteurs eux-mêmes. Les lire ou se faire raconter les... Non, les lire soi-même. Les lire soi-même, mais évidemment, selon les cas de figure, on risque d'être déconcerté, de ne pas bien comprendre si on n'a pas le contexte, si on ne vous a pas donné quelques clés de lecture. Donc, il faut des clés, mais il faut aussi ne pas se contenter simplement des manuels, des résumés ou des discours professoraux, mais il faut y aller et retrousser ses manches. Pardon, oui. Excusez-moi, je vous ai interrompu. Et lire par soi-même, c'est ça que je veux dire. Parce que quand on vous entend parler, on se dit, mais pourquoi la philosophie? Ça reste quand on est à la terminale. Ah, ça, c'est toute une histoire institutionnelle compliquée. Il y a eu bien des... Ça nourrirait pas l'esprit des jeunes? Il y a eu beaucoup de projets. La philosophie avant? Il y a eu beaucoup de projets. Il y a quelques pays, notamment en Afrique, où la réflexion philosophique commence dès la seconde. Et c'est pas plus mal. Il y a des tas de choses évidemment à faire sous mille formes. Et je pense qu'il faut ouvrir non seulement les modalités de l'enseignement de la philosophie, probablement à d'autres années, mais aussi à d'autres formes d'approche. Mais ça, je ne suis pas ministre de l'Éducation nationale, donc j'essaye simplement de faire dans mes moyens ce que je fais. J'ai fait ce livre pour essayer... Justement, d'élargir. Voilà, de montrer à ceux qui croient que la philosophie, c'est emmerdant, c'est compliqué, qu'il faut absolument avoir 3 cachets d'aspirine sous la main pour s'y aventurer, que non, pas du tout. Il y a des choses importantes, il y a des choses peut-être graves aussi qui nous concernent, mais le grave ne veut pas dire ennuyeux. Alors, voilà. Le grave ne veut pas dire ennuyeux. Et pour revenir à votre livre, comment passer de Socrate, Diogène, à Marx, Descartes, Montaigne, tous ces philosophes que vous citez, Rousseau, Spinoza, Nietzsche, Confucius, à la philosophie indienne ou à Freud? Comment on passe de l'un à l'autre? Alors, on passe de l'un à l'autre dans le livre. Est-ce que c'est essentiel de passer de l'un à l'autre aussi, surtout? Oui, absolument. C'est essentiel dans la mesure où, alors ce que découvre Alice, mon héroïne, croyant qu'elle cherche une seule phrase, la phrase unique, ce qui va la guider, elle découvre en fait que ces phrases multiples venues de penseurs différents... On va en citer quelques-unes. Oui, si vous voulez. Non, mais vas-y, d'abord je laisse parler. Je dis que ces phrases, elles parfois se heurtent, entrent en conflit, elles découvrent les désaccords à l'intérieur de la philosophie. Et au lieu de penser que ces désaccords sont une faiblesse,
puisqu'ils ne sont pas d'accord entre eux, laissons-les tomber. Les philosophes, Rousseau dit ça presque. Et puis certains penseurs de l'Église aussi ont dit ça au début. Mais au contraire, le désaccord, c'est le moteur de la pensée. C'est à travers le dissensus, c'est à travers... De la réflexion. De la réflexion, de tout. Si... De la réflexion de l'opinion. Également, je pense, tout à condition que les désaccords ne se transforment pas en injures, en invectives, en mépris, en tuerie, ils sont féconds. Et ils sont féconds pourquoi? Parce qu'ils donnent à chaque adversaire ou à chaque personne qui soutient quelque chose, eh bien, les moyens de renforcer sa position, d'essayer de défaire ou répondre aux objections des autres. Et il y a un personnage du livre qui s'appelle la fée objection. Et la fée objection, c'est finalement on croit que c'est une adversaire. Pas du tout. C'est une aide. C'est une aide parce que Socrate disait cela déjà. Si tu me convaincs que je me trompe, que j'ai fait une erreur, ben je vais te remercier. J'aurais été, grâce à toi, c'est ce qui permet d'avancer. Délivré d'une erreur. Et ça ne marche pas toujours de manière aussi idéale, mais ça permet à la pensée de se fortifier dans, justement, les conflits. Est-ce que c'est réaliste de penser qu'une phrase d'un grand penseur, cette phrase tatouée, peut nous aider à vivre mieux? Une seule phrase. Ben non, justement, elle découvre... Elle découvre qu'il y en a d'autres. Que c'est vaste. Elle découvre que c'est entre les phrases que ça se passe, peut-être avec beaucoup, justement, de phrases, avec je n'ose dire un piano de phrases, mais d'une certaine manière. On appuie sur des touches différentes suivant tel ou tel... C'est des gammes. Tel ou tel moment, oui. Aristote, par exemple. Sans amis, personne ne choisirait de vivre. C'est une des phrases les plus merveilleuses que je connaisse. Elle est authentique. Alors, dans le roman, Alice assiste, en compagnie de ses complices, à un cours d'Aristote. Elle est assise dans l'amphithéâtre et puis elle l'entend dire... que sans amis, personne ne choisirait de vivre, et elle est bouleversée de la beauté ou de la vérité de cette phrase. C'est Éthique à Nicomaque, livre 8, pour la référence, parce qu'il y a un kangourou qui s'appelle Isgourpa, qui lui donne les références. Comment vous avez trouvé d'ailleurs tous ces personnages? Et comment vous avez trouvé... Parce que, en fait, vous êtes comme un compositeur. Il y a de la musique philosophique dans votre esprit, et puis vous assemblez tout. C'est très gentil, ça me fait plaisir, j'avais jamais pensé les choses ainsi, mais comment je les ai trouvés? Je les ai trouvés, je vous avoue, tout simplement dans mon imagination. Mais oui, mais il faut avoir cette imagination. Alors, c'est le travail d'une vie. Ce qui est le travail d'une vie, c'est d'avoir pu, d'une certaine manière, rassembler à la fois des éléments, des doctrines philosophiques, aussi bien européenne qu'asiatique. Ça, j'y ai passé quand même toute la culture, toute ma vie. Je n'aurais pas pu écrire sous cette forme ce livre-là à 30 ans. J'en ai beaucoup plus. Et vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un effet comment dirais-je, de pratique, d'exercice, d'accumulation. Mais je pense avoir gardé, c'est heureusement, un peu de folie. Un peu de folie, et beaucoup d'agilité d'esprit. Oui, peut-être parce que je ne suis pas trop dogmatique. Et parce que vous lisez beaucoup. Oui, mais surtout parce que, alors, je peux dire ça autrement, la chose qui m'intéresse le plus, finalement, c'est pas de faire visiter des doctrines, c'est pas d'expliquer des systèmes de pensée. On peut le faire très bien, il y a des tas de livres qui le font, etc. Mais c'est plutôt de se dire, mais qu'est-ce que c'est l'attitude de ce philosophe? Et vous savez, dans ma vie, j'ai fait beaucoup de yoga. Et j'ai l'impression... Et vous continuez à en faire? Et je continue à en faire, moins intensément, mais je continue, oui. Mais surtout, j'ai l'impression, quand je tombe sur une doctrine que je ne connais pas, un philosophe qui m'étonne ou qui me paraît... Je me dis, mais comment peut-on penser une chose pareille? La philosophie, c'est le yoga de la pensée? On pourrait dire ça, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est se dire... Vous savez, quand on fait du yoga, on se dit, est-ce que je vais arriver à me plier de cette façon-là? Est-ce que je vais pouvoir mettre telle articulation à tel endroit? J'en ai jamais fait, mais ça me paraît compliqué. Oui, non, mais on arrive, à force de patience et d'entraînement, à faire entrer le souffle, parce que c'est toujours des affaires de souffle, à tel ou tel endroit, et à plier, en quelque sorte, les articulations. Il me semble que c'est exactement la même chose, avec... comme exemple, mais c'est une chose analogue
dans la pensée. Est-ce que je vais pouvoir mettre ma tête dans cette posture-là? Même si dans la pensée de ce philosophe-là, voilà, de ces philosophes-là. De ce philosophe, de cette doctrine, etc. Et ce qui m'intéresse le plus, finalement, c'est la diversité des postures, des angles d'attaque, des manières de... voilà. Et c'est ça que j'essaye de faire découvrir à Alice en l'accompagnant dans ses voyages et dans son évolution. Parce que ce n'est pas la même jeune fille au début et à la fin du livre. Elle est, je l'espère, un peu moins anxieuse, un peu moins effrayée de l'avenir, et surtout, elle a compris qu'il y a d'immenses trésors dans le passé qu'il ne faut pas négliger. Finalement, pour moi, un des drames de notre temps, ou en tout cas une des singularités de notre temps, c'est de n'avoir plus de vision claire de l'avenir, sauf de manière finalement menaçante, paralysante, on ne sait pas ce qui nous attend, mais ce n'est pas du bon, en gros. Et puis, de ne plus avoir non plus de grand intérêt pour le passé. De mémoire. Pas plus avoir de mémoire, même plus avoir, si vous voulez, de considération pour la grandeur et la richesse du passé. C'est des vieux trucs, c'est caduc, c'est passé, etc. Et du coup, reste évidemment désemparé dans le présent. Et tout ce que je veux dire, c'est, eh bien, regardez un peu en arrière, regardez dans le passé, prenez, non pas, on ne va pas s'habiller... On va prendre la sève du passé. C'est ça, on ne va pas s'habiller avec des toges, on ne va pas remettre le couvert sur des époques révolues, mais il ne faut pas croire que les stoïciens, les brahmanistes ou les confucéens, ou même Descartes et tout le rationalisme classique, il n'est rien à nous dire ni à nous apprendre sur notre temps et même sur des choses qu'ils n'ont pas connues. Quelques pensées de philosophes, quelques pensées philosophiques présentes dans votre livre. Goethe, j'aime celui qui rêve l'impossible. Alors ça, c'est la première... Et c'est pas une dissertation de philo de terminale. Hein, non, j'aime ceux qui rêvent l'impossible. Ça veut dire, vous connaissez la fameuse phrase, ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Voilà, rêver l'impossible, c'est aussi vouloir finalement monter à l'assaut du ciel. C'est ce qu'on appelait les bâtisseurs de cathédrales aussi. Oui, c'est finalement vouloir faire des choses que l'on croit irréalisables et puis y arriver. Mais dans le livre, la fait objection fait remarquer à Alice qu'il faut distinguer. Est-ce que c'est un impossible accessible, même si on s'imagine que ce n'est pas possible, ou bien est-ce que c'est une pure rêverie? Si je décide d'aller à pied sur la Lune, je vais rêver l'impossible, mais de manière stérile. Tandis que si je... il faut que ce soit réalisable, quoi. Voilà, même si ça ne paraît pas l'être. Oui, il faut que ce soit un objectif atteignable. Socrate, une vie qui n'est pas examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Eh bien, cela signifie que le geste de la philosophie, et je crois que c'est toujours valable depuis 2500 ans et que ça ne change pas, même si les circonstances sont autres, le geste de la philosophie, c'est de prendre, c'est pas d'avoir des idées. Tout le monde, je crois, en a. C'est pas de savoir les défendre. C'est de regarder de quoi elles sont faites. C'est-à-dire d'entamer une réflexion sur sa propre pensée. Est-ce que ce que je crois tient le coup? Est-ce que ça résiste aux objections? Est-ce que je pense des choses que je n'ai jamais regardées, d'une certaine manière, parce que qui sont venues en moi? Descartes le dit. Quand Descartes dit qu'il y a des tas de choses qui sont venues en nous dans notre enfance, par exemple, sans que nous les examinions, sans que nous sachions si c'est vrai ou faux, sans que nous nous posions la question. Et il faut, peut-être une seule fois en sa vie, mais je crois aussi le plus souvent possible, tout mettre sur la table. Il y a un exemple charmant de Descartes où il dit c'est comme un panier de pommes. Trier un panier de pommes, il faut toutes les mettre sur la table et regarder celles qui sont pourries. Voilà. Hein, c'est en gros ce qu'il dit. Ouais, et ben c'est comme si on vidait notre tête et puis on regardait nos idées une à une et puis on jette les mauvaises si on peut et on garde celles qui ont une solidité. C'est comme ça qu'on avance. Absolument, oui, hein? oui. Et Épicure, c'est pour ça qu'on peut citer Épicure, il n'y a pas d'âge pour philosopher. Alors lui, il pense que c'est parce que la philosophie, c'est la santé de l'âme, ce qui est peut-être un peu excessif comme optimisme, mais
il n'y a pas d'âge, puisque pour être en bonne santé, ou serein, ou simplement, je dirais moi, raisonnable, ça marche ça peut marcher jeune, et ça doit continuer à fonctionner. Ça veut dire que sans réflexion, la vie n'a pas de sens? Elle a un sens qui n'est peut-être pas celui qu'on pourrait lui donner. Qui est trop superficiel? Qui est routinier, mécanique. L'idée, à chaque fois, c'est toujours, ou bien tout fonctionne en nous, j'ai envie de dire malgré nous, sans nous, automatiquement, ou bien nous reprenons barre d'une façon ou d'une autre en regardant et en triant. En regardant, en triant, en quoi la pensée évolue avec le temps? En quoi est-ce que le sens de notre vie est lié à l'évolution de nos civilisations? Il y a toujours, évidemment, un devenir de la pensée. C'est une évidence absolue. Ce que l'on croit en 1950 n'est pas ce que l'on croit en 1250, ni dans l'Athènes classique ou la Rome impériale. Mais ce qu'il faut bien voir aussi, c'est qu'il n'y a pas que cette évolution. Parce que sinon, nous ne comprendrions pas Sénèque dans la Rome impériale, nous ne pourrions plus lire les auteurs du Moyen-Âge, ou même ceux qui ont 100 ans seraient devenus opaques. Il y a des effets d'époque, évidemment, de configuration, mais il y a aussi du transhistorique, comme on pourrait dire, peut-être pas de l'éternel, mais des choses qui traversent le temps. Ce dont Alice s'aperçoit au pays des idées, c'est qu'elle a dans sa tête des choses qui ont 3 jours ou 3 ans, mais il y a aussi des idées qui ont 3000 ans. Mais et ce qui est dans sa tête qui ont 3 jours, 3 ans, oui. Ça vient du passé aussi. Hein. Absolument, oui, puisque le temps ne s'arrête jamais. Et donc, il y a une accumulation progressive des idées. Il y en a qui s'effacent ou qui deviennent en quelque sorte un peu différentes dans la manière dont nous avons de les regarder. Et puis, d'autres qui restent vivaces en changeant peut-être d'environnement à leur tour. Et alors, l'actualité, l'époque d'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle change quoi? Et pourquoi vous n'avez pas proposé à votre héroïne, à Alice, de découvrir les idées peut-être à travers ChatGPT, à travers l'intelligence artificielle? Est-ce que ça change tout? Ça pour change... un philosophe et pour la pensée et la réflexion. Ça ne change pas tout, mais ça change beaucoup de choses. Et ça crée, sans être paranoïaque, je ne suis pas comment dirais-je, effrayé, ni catastrophiste, ça c'est pas ma manière de penser. En revanche, j'essaye d'être lucide sur les risques existants. Si ce que Alice aurait pu faire, et elle le fait parfois, il y a une base de données dans son smartphone qu'on lui propose, il y a des choses comme ça, mais il peut y avoir tout à fait une manière de trouver à travers la révolution numérique et les recherches de mégadonnées, trouver des renseignements, trouver des infos, trouver des références, etc. Bien sûr. Et ça, les machines le font aujourd'hui magnifiquement et il n'y a aucune raison d'en avoir peur ou de se lamenter qu'il en soit ainsi. Mais justement, est-ce que le danger, c'est pas que la machine pense à la place de l'homme? Mais si l'homme fait la connerie de décider de la laisser penser à sa place, il reste quand même essentiellement, je crois, notre responsabilité, à la condition évidemment que nous soyons lucides et avertis du risque. L'erreur, c'est de s'imaginer que la réflexion pourrait être traitée en dehors de notre tête. Il y a 1000 choses par les machines. Mais oui, évidemment. C'est-à-dire que si Alice, par exemple, au lieu de demander des informations sur Socrate ou sur Montaigne, se met à chercher quoi penser de Montaigne, par exemple, il n'y a qu'elle qui peut penser. Il n'y a que nous qui pouvons penser. Autrement dit, servons-nous de l'intelligence artificielle pour avoir des renseignements, pour avoir des informations, pour avoir peut-être même des points de vue. Ça, c'est la nouveauté, c'est des sortes de synthèses. Mais la réflexion, c'est pas ça. Mais bien sûr que non. Rien ne peut penser à votre place, ni à notre place. C'est-à-dire, ça vaut de manière individuelle comme de manière collective. Et est-ce que vous êtes d'accord avec Yann Lequin, qui est un grand expert, un chercheur en IA, il dit
l'IA peut amplifier l'intelligence humaine. C'est pas faux, mais c'est qu'un point de vue. Il y a, si vous voulez, Lequin est un des plus optimistes parmi ses pairs. D'autres. Optimiste ou dangereux? Je ne dirais pas dangereux, je me méfie, si vous voulez, de ces... Il y a eu aussi, si vous voulez, une part d'exagération, d'imagination, de spectre, en disant ce qui nous attend est terrifiant, ou au contraire, ce qui nous attend est paradisiaque. Comme n'importe quel outil, il y a des avantages, dans cet outil-là, des avantages immenses, et aussi des périls ou des inconvénients immenses. Et d'autres sont plus méfiants que Yann Lequin, c'est un des plus optimistes dans le genre. Je pense qu'il peut y avoir certaines, peut-être, possibilités de pensée nouvelles qui s'ouvrent à travers l'intelligence artificielle pour les êtres humains, à la condition, encore une fois, qu'ils ne démissionnent pas de leur propre pensée. Alors justement... Le point final, si vous voulez, le jugement, il est toujours nécessairement intérieur, humain, et non pas mécanique. Vous êtes toujours du côté de Rousseau et du contrat social, ou du côté des libertariens défendus qui sont dans la tête de Musk et Bezos ou d'autres? Ah, je suis résolument, pour ma part, du côté du contrat social, parce que... On va préciser ce que sont les libertariens. Hein? En trois... Ils mettent l'accent sur l'individu et sur le moins d'État. C'est ça. Si vous voulez, en trois mots... Depuis la Renaissance, au moins, c'est une vieille histoire. C'est Marcel Gauchet qui a montré ça très bien. Les républiques et les démocraties se sont, d'une certaine manière, établies sur deux jambes. Une jambe de l'individu. L'individu, il est propriétaire, possesseur, non seulement de son corps, mais de ses droits. Droit d'expression, droit de déplacement, droit de liberté de croyance, etc. Et de ses biens. Et cet ensemble forme, d'une certaine manière, sa souveraineté. Mais l'autre jambe, c'est le collectif, à la fois pour défendre et protéger l'individu contre les agressions des autres. Oui, alors ça a été Hobbes d'abord, la critique de Hobbes par Rousseau, etc. Mais c'est l'idée qu'il y a de l'individuel et du collectif qui ne peuvent pas, d'une certaine manière, se dissocier dans l'équilibre d'une démocratie, et qui sont toujours en tension. C'est un équilibre finalement des fois instable. On met plus l'accent sur le collectif, plus à d'autres moments sur l'individu, mais on ne peut pas les déchirer, si j'ose dire, les séparer l'un de l'autre. Les libertaires, au sens des anarchistes classiques de gauche, des mouvements anarchistes, c'est plus d'individus et moins d'État. Et il y a les anarchistes de droite aujourd'hui. Voilà, eh bien les right-wing, les libertariens, et on a justement forgé ce mot pour les désigner, c'est cette idée, c'est en quelque sorte une forme d'anarcho-capitalisme, si vous voulez. C'est-à-dire, les individus sont au centre, souverains, et toute la part collective, celle de l'État, des répartitions, des contrôles, de la police, de la justice, des fonctionnaires, doivent occuper de moins en moins de place. Choisir la vie, c'est aussi lui faire confiance, dit le narrateur à Alice. Traduction, qu'est-ce que ça veut dire? Deutéronome, de 19, si ma mémoire est bonne. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Ça veut dire finalement construire un monde vivable plutôt qu'un monde mortifère. Ça veut dire prendre ses décisions personnelles du côté de la construction plutôt que de la destruction. Cette idée qui me paraît absolument fondamentale, c'est pas parce que c'est une pensée du Deutéronome, mais c'est aussi parce que c'est une très grande et puissante pensée philosophique, spirituelle, pratique. Parce que vous êtes aussi très attaché à la pensée juive, à la pensée hébraïque. Je le suis, oui. Et je lui donne évidemment aussi sa place dans ce livre. Alice rencontre, elle se promène dans le désert des Hébreux, mythique et historique à la fois. Elle y rencontre un tzaddik qui lui explique, au milieu d'une immense tempête de sable qui évoque le tohu vohu, c'est-à-dire le chaos originaire, qui lui évoque particulièrement, enfin qui lui parle, ce tzaddik, de la nécessaire distinction, séparation des choses. C'est une des grandes
Et vous dites sadique, hein, le terme hébraïque. Sadique, oui, le sage. c'est un des grands, parce que je n'ai pas voulu en choisir un. Il parle d'une voix un peu collective, si j'ose dire, mais surtout, il lui rappelle ce que sont les 10 commandements et les 10 paroles plutôt, et il le souligne. Mais un mot, pourquoi dans une tempête de sable au milieu du désert? Parce qu'on ne voit plus les formes à ce moment-là, on ne voit plus rien, tout est indistinct, tout est confus, comme par moments dans notre époque. Et ce qu'il lui rappelle, c'est qu'il faut de la discernabilité, de la séparation et du discernement pour qu'il y ait alliance. Si nous sommes confondus, nous n'aurons jamais de dialogue ni de possibilité de relation. Il nous reste 5-6 minutes avant la fin de cette émission, donc très peu de temps. Mais j'avais une question, vous concernant. Est-ce qu'à l'âge d'Alice, vous posiez les mêmes questions qu'elle? Par exemple, qu'est-ce que j'avais une question. À quoi ça sert de devenir adulte, par exemple? Parce que les adultes ont tendance à tout cacher, est-ce que vous posez ce genre de questions? Oui, je me posais. Alors, sur la question à quoi ça sert de devenir adulte, oui, je me le posais. Quel métier, quelle ville, quels amours, quel avenir, quelle boussole? Oui, bien sûr. Simplement, je ne me les posais pas dans les mêmes termes qu'elle. C'est une jeune fille d'aujourd'hui, je ne suis plus un jeune homme d'aujourd'hui. Et le jeune homme de mon temps que j'étais, ou l'adolescent, bien sûr, il se posait des questions générales, mais il n'avait pas l'angoisse écologique que nous vivons, il n'avait pas la peur du chômage que vivent beaucoup de jeunes, il vivait dans un monde... De la guerre aussi, il n'avait pas la peur de la guerre. Enfin, il pouvait avoir la peur de la guerre. Il y a 80 ans, oui. Oui, c'est ça, mais c'était une guerre plutôt passée. Il découvrait les horreurs passées du monde, mais il vivait dans un monde relativement en paix, relativement heureux et à peu près sain. Oui. Et alors, votre livre répond en quelque sorte à cette question. Qu'est-ce que les enfants d'aujourd'hui, vous le disiez il y a quelques minutes, auront besoin d'avoir en tête du passé? En clair, il faut toujours regarder en arrière. En tout cas, il faut regarder en arrière. Il faut pour pouvoir, non pas faire de l'histoire, encore une fois, ce n'est pas un souci d'érudition, il faut regarder en arrière pour se dire qu'est-ce que nous pouvons trouver comme outils, comme impulsion, comme idées qui nous servent pour construire l'avenir dans la situation de plus en plus compliquée, parce qu'il ne faut pas s'imaginer que tout va bien, dans laquelle nous sommes. Alors, regardez en arrière, justement, on va regarder 16 mois en arrière. Qu'est-ce que vous inspire le contexte post-7 octobre, avec cette remontée consécutive au pogrom du Hamas du 7 octobre, remontée exponentielle de l'antisémitisme? Comment faut-il comprendre que 80 ans après la Shoah, la plaie antisémite se rouvre du côté de la gauche, c'est-à-dire de LFI, et de l'islamosphère? Alors, le comprendre, je ne suis pas sûr d'arriver à le comprendre, je le constate avec effroi et je le combats dans la mesure de mes moyens. J'ai écrit dès les jours suivants le 7 octobre que l'on se trouvait devant un véritable tournant de l'histoire et aussi une monstruosité et une barbarie absolument sans nom, car il n'a jamais, dans les temps récents, on n'avait jamais vu de massacre de cette intensité, avec la volonté, et c'était ça qui ne cesse de me hanter depuis, avec la volonté d'éradiquer absolument l'être juif, de le massacrer, de le défigurer, de le torturer. Et il y a là, effectivement, quelque chose que non pas, il s'agit pas, il y a aussi, j'ai écrit aussi là-dessus, il y a aussi quelque chose d'ignoble, si je puis dire, lorsque on dit « Ah, ce sont les Juifs qui s'en préoccupent ». Voilà, il se trouve que je suis un goy assimilé, si j'ose dire, mais je ne suis pas juif. Je n'aime pas dire que je ne suis pas juif, parce que je me sens, par toutes mes fibres, solidaire du peuple juif. Mais il y a surtout cette idée que c'est tout être humain. C'est tout être humain. Si quelqu'un ne dénonce pas les massacres du 7 octobre, leur horreur et leur barbarie, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas humainement. Et il faut dire aussi, tout en constatant que, on peut aussi constater que il y a aussi une souffrance du côté palestinien. Mais la souffrance est liée aux conséquences d'une guerre qui a été déclenchée par les actes du Hamas. Et qu'est-ce que vous inspire l'évolution du débat politique, notamment par rapport à cette question?
la stratégie, par exemple, de LFI, c'est simple. Qui me désole et me consterne et m'effraie. Il y a quelque chose qui est absolument, j'ai envie de dire, oui, effrayant et terrifiant dans cette résurgence d'un antisémitisme virulent, affiché et assumé. De la part de De la part de LFI et de la part de la gauche. J'ai écrit ça avant l'été dans un entretien à la tribune pendant les législatives. Il me semble que nous n'avions à cette époque, et peut-être encore aujourd'hui sous d'autres formes, le choix qu'entre deux types d'antisémitisme. Enfin, en apparence, dans les extrêmes. L'un, d'une certaine manière, ancien, estompé et même dénié à l'intérieur du RN. Et qui existe toujours. Mais qui existe toujours, tout en ne correspondant plus au discours officiel. Et alors, l'antisémitisme de LFI, et un antisémitisme affiché, revendiqué, militant, et finalement qui fait le jeu du pire, c'est-à-dire celui d'un islamisme meurtrier et armé. Et alors, dernière question, quel rôle pour la philosophie, la pensée, la réflexion, pour éviter cette catastrophe redoutée par Alice? Eh bien, à la fois sur les questions de l'antisémitisme et de la démocratie, comme sur toutes les autres questions, celle de l'écologie, celle de l'égalité des femmes, celle de la liberté d'expression, je crois que c'est jour par jour, c'est heure par heure, c'est geste par geste qu'il faut continuer à réfléchir et en fonction de ce qu'on pense, se battre. Merci Roger Paul. Alors avant de conclure, je rappelle que votre dernier ouvrage, ce roman, ce conte philosophique, Alice au pays des idées, qui sans nul doute fera date, est publié chez Albin Michel. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin de journée sur Radio J et à dimanche prochain. Merci beaucoup. Merci.